Guerrier Astartes de la Légion de la Ravengard, Nikona Sharokin, le maître de la discrétion et le tueur de traîtres, fut l'un des plus dangereux et mortels Space Marines ayant vécu. Sharokin avait la peau blanche comme l'albâtre. C'était un albinos avec une mèche de cheveux noirs ramenée en un court catogan serré. Ses yeux anguleux dominaient un profil aquilin et étaient comme les lacs où la lumière des étincelles furieuses se reflétait à peine. Actif à la fin de la Grande Croisade et durant les guerres de l'hérésie, il prit part à la guerre des ombres durant l'hérésie d'Horus et se démarqua pour ses talents de bretteur incroyables, son don surnaturel pour la discrétion et son indéniable aptitude et endurance au combat. Sharokin traversa les guerres de l'hérésie en compagnie des membres des Légions éclatées et se distingua pour ses talents martiaux et son obstination à venger ses frères trahis sur Isvan V. Unique Ravengard de son groupe de loyalistes ayant survécu à l'effroyable massacre du site d'atterrissage, il gagna le respect de ses compagnons du vaisseau Sisypheum, majoritairement composé d'Iron Hands, et fit payer aux traîtres leur trahison et le massacre de sa légion. Nikona Sharokin a grandi dans les mines de la lune de Kiavar, l'Icaeus. Il y récolta le sel dès qu'il fut en âge de marcher. On l'avait envoyé dans les cuvettes salantes des cavernes les plus profondes de l'Icaeus avec une centaine d'autres gamins, où il passa son temps à gratter les cristaux accrochés à la roche avec une pioche émoussée. Les usines de fabrication d'outils s'en servaient pour saler leur eau de trempe. C'était un travail dangereux, de nombreux enfants se noyant régulièrement à cause de marées soudaines qui pouvaient inonder une grotte sans prévenir. Il y avait un dicton de son enfance qui affirmait que les meilleurs sels étaient prélevés sur les ossements des défunts. Il vit finalement le soleil à ses 13 ans. On ignore en détail ses actions durant la rébellion de Corax, mais Sharokin affirma qu'il utilisait la technique de doppelganger, ou sosie, quand il voulait tromper les équipes d'extermination des surveillants dans les mines. À cause de lui et de ses compagnons, les surveillants ne pouvaient savoir quelle serait la prochaine cible des attaques du primarque Corvus Corax durant la guerre de libération de l'Icaeus, qui sera rebaptisée Délivrance après la victoire des rebelles. Nikona Sharokin devint alors un Space Marines de la Ravengard et fut formé par les légendaires maîtres des ombres du Pic du Corbeau. S'il choisissait de ne pas être vu, alors il était virtuellement invisible. Il pouvait devenir un spectre noir qui progressait en silence, un ennemi de la lumière s'il s'appliquait à n'emprunter que l'obscurité sépulcrale en tant qu'ami des ténèbres et des ombres. Son silence et son invisibilité auraient dû être impossibles, son corps trop grand et son armure trop encombrante pour se mouvoir avec tant de discrétion. Mais Nikona Sharokin avait été entraîné dans ce but. Cette technique s'appelait le glissement du fantôme, c'est-à-dire qu'il glissait telle une apparition, se déplaçant d'ombre en ombre, et celle-ci s'ouvrait à lui, l'accueillant en frère. Il anticipait les parcours oscillants des taches de lumière qui avançaient et refluaient en se reculant lui-même vers le noir le plus profond. Peu savaient employer le glissement du fantôme comme Sharokin, car seuls les plus naturellement doués parmi les enfants de délivrance parvenaient à échapper à la lumière suffisamment longtemps pour attirer le regard des maîtres des ombres. Ses faits d'armes durant la Grande Croisade sont inconnus, mais il était sûrement un vétéran aguerri à la fin de la conquête galactique et lors de l'ultime trahison. Le destin de Nikona Sharokin bascula sur Isvan V, lorsque la Ravengard, aux côtés des Salamanders et des Iron Hands, débarquèrent dans la dépression d'Urgal pour engager les 4 légions renégates des Sons of Horus, des Emperor's Children, des World Eaters et de la Death Guard. Elle subit de terribles pertes, mais repoussa les traîtres. Le second assaut était composé des légions des Iron Warriors, des Night Lords, de l'Alpha Légion et des World Bearers. Ces dernières encerclèrent la dépression d'Urgal et révélèrent leur allégeance à Horus Supercol, en massacrant les 3 légions loyalistes déjà meurtries par les combats. Séparé de son primarque et de ses frères de bataille, Sharokin échappa miraculeusement au massacre du site d'atterrissage à bord d'un oiseau d'assaut des Iron Hands, l'un parmi les rares parvenus à prendre les airs au milieu de la tempête de roquettes. Sharokin s'était trouvé au seuil de la mort, criblé par les bolts des traîtres qui avaient pénétré son armure avec une écœurante facilité. Il ne dut sa survie que par l'intervention de l'Iron Hand Sabik Wayland, qui l'avait traîné à bord du Warhawk en hurlant au pilote de décoller. Même à un cheveu de succomber,
Sharokin avait senti les impacts marteler la carlingue blindée de l'oiseau d'assaut, luttant pour échapper au désastre. Des mois de rétablissement avaient suivi, même si Sharokin ne s'en rappelait que très peu. Hormis quelques réminiscences floues de la silhouette à la voix rocailleuse de Wayland, penché sur lui dans un apothécarion, l'encourageant à s'accrocher à la vie. Sharokin survécut et intégra la troupe de survivants, caractérisant désormais les légions éclatées, à bord du vaisseau de la 10e Légion, le Sisypheum. Au cours des 6 mois suivant le massacre sur Is-25, la force d'intervention fragmentée des Iron Hands ayant accueilli Sharokin harcelèrent les flottes des traîtres, menant des opérations qui allaient permettre à Sharokin de s'engager pleinement dans la guerre civile. La première intervention connue de Sharokin eut lieu sur le mont de forge de Kavor Saarta, situé dans le secteur de Tramas. Kavor Saarta fut conquis en 6 jours par les Night Lords qui isolèrent la planète des forteresses impériales d'Eroldar et de Tramas. Des cryptes interdites furent rouvertes et des sciences enfouies des temps anciens exhumées de leurs tombeaux poussiéreux afin d'entamer la production d'hideuses machines de guerre animées par la sorcellerie du Warp. Les forges de Kavor Saarta servaient à présent les forces d'Horus et furent placées sous l'autorité des World Bearers. C'est dans ce contexte que Sharokin et Wayland infiltrèrent le monde forge déchu. L'objectif était simple, mettre la main sur ce que Wayland avait baptisé un Cryptos. Les loyalistes avaient constaté que les traîtres coordonnaient leurs forces considérables afin d'arracher dans le secteur de Tramas les mondes forges restants des mains du clergé de Mars. Les commandants de l'Imperium étaient horrifiés du talent de synchronisation déployé face à eux et cherchèrent à percer les transmissions astropathiques interceptées entre les mondes capturés et les flottes renégates. Une telle méthode constituait ordinairement un moyen éprouvé pour contrarier les plans ennemis, mais un élément perturbateur fut identifié. Les transmissions du Mechanicum de Tramas étaient bien sûr cryptées, avec d'excellents déchiffreurs qui percèrent rapidement les codes ennemis employés, mais au lieu de messages révélant les mouvements des flottes, la disposition et les effectifs des forces adverses, les textes obtenus n'étaient qu'un galimatia de langage binaire corrompu, tissé dans la trame d'un mode de communication linguistique non identifié, lequel ne correspondait à aucune famille de langage susceptible d'être traduite. La capture d'un vaisseau amiral renégat par les Dark Angels permit plus tard de jeter quelques lumières sur ces informations. L'un des cadavres qu'ils découvrirent fut celui d'une créature hybride lourdement modifiée, portant les marques distinctives d'une manipulation génétique et d'une chirurgie augmentique encore jamais rencontrée. Le cerveau de la créature était liquéfié et ses organes de communication arrachés. Un examen post-mortem détaillé avait amené les adeptes de Mars à la conclusion que cette créature était une de conception artificielle et hybride, possédant sa propre forme de langage et une méthode d'articulation que seuls ses congénères étaient en mesure d'interpréter. C'était l'instrument de cryptage parfait, et pour pouvoir percer les séquences, il fallait s'emparer d'un spécimen vivant, sur Kavor Saarta par exemple. C'est ainsi que Sharokin et Wayland traversèrent la forge dévastée, ce qui pour Sharokin était un jeu d'enfant, au vu des armées qui s'étaient emparées de cette planète, étant mal dégrossies, n'avaient rien de professionnel et préféraient danser autour des feux de joie de vastes lacs de prométhium embrasés. Les champignons des explosions d'artillerie secouaient le sol toutes les heures de façon régulière, si bien que la plus grande crainte du Ravengard n'était pas d'être capturé, mais d'être victime d'une détonation accidentelle. L'association entre Sharokin et Wayland fut efficace, même si le Ravengard trouvait que les facultés en matière de discrétion de l'Iron Hand laissaient grandement à désirer, mais ses talents plus spécialisés compensaient amplement ce défaut. Ils atteignirent enfin les tours relais du temple forge qui accueillait là le Cryptos. Nicolas Sharokin expliqua qu'il fallait attirer les forces ennemies se trouvant à l'intérieur du temple à l'extérieur. Wayland, à partir d'un tronc de transfert de données mis à nu et reliant le temple au réseau planétaire, se connecta au réseau. Il entra en contact avec l'âme de la forge qui souffrait de sa corruption et dans l'espoir d'en finir, aida l'Iron Hand en couvrant les traces de son intrusion. Wayland activa les sirènes d'alarme qui se mirent à beugler sur tout le complexe, accompagnées par les gyrophares qui s'allumèrent et des annonces aboyées dans un jargon gargouillant depuis les haut-parleurs montés sur des tours de défense. Des combattants Skitarii armés se déversèrent depuis les structures. Sharokin apprit de son frère d'armes qu'il avait désengagé les sondes de contrôle du noyau atomique du réacteur de la forge afin de pousser les isotopes vers leur masse critique à vitesse exponentielle. Autrement dit, tout allait être vaporisé dans un rayon de 100 km.
Sharrokin repéra le Worldbearer qui commandait la forge et sans hésiter il s'élança pour prendre d'assaut le complexe et capturer sa proie. Il massacra avec sa carabine tous ceux qui lui barraient la route, se défoulant pour la première fois contre les traîtres depuis Is-25. Sharrokin vit le Worldbearer s'échapper avec un adaptant robe sur son épaule, le Cryptos. Sharrokin enclencha ses réacteurs dorsaux et rattrapa le traître avant qu'il n'atteigne un engin volant pour s'échapper. Le Ravengard cribla sa cible de tir de sa carabine, tirant ensuite de ses fourreaux ses 2 Gladius à lame noire et se jeta sur le Worldbearer. Il sectionna le canon du bolter ennemi avec son premier Gladius et enfonça le second au centre du plastron du Worldbearer avant de passer la première lame à travers sa nuque, sectionnant la colonne vertébrale du traître. Puis, il arracha son épée, laissant la tête de son adversaire s'affaisser mollement sur le côté. Il s'empara du Cryptos qui hurlait et rejoignit Weyland qui, devant l'imminence de l'explosion, sortit un petit appareil que lui avait confié le Mechanicum loyaliste et le posa sur le sol entre lui et Sharrokin, qui tenait fermement sa proie. Lorsqu'il l'activa, l'explosion de la forge débuta, détruisant tout dans un large rayon. Lorsque ce fut terminé, Sharrokin et Weyland réémergèrent indemnes. L'appareil qui leur avait sauvé la vie les avait enveloppés d'une bulle miroitante de non-réalité qui les avait abrités de l'anéantissement atomique. Leur implication étant restée secrète, l'explosion passant pour une fusion accidentelle, Sharrokin repartit avec Weyland rejoindre leur groupe, le Cryptos entre leurs mains. Nikona Sharrokin continua à faire payer aux traîtres leurs actes. Autour des lunes d'Ophiuchus, lui et ses compagnons du Sisypheum prirent par surprise un groupe de convoyeurs de masse dont les soutes immenses étaient remplies d'armes volées aux manufactures de ses pôles. Grâce aux connaissances inégalées de Sharrokin en matière de tactique d'embuscade, le Sisypheum attaqua par surprise une escadre d'escorteurs de la Death Guard qui s'était arrêtée dans sa poursuite d'un vaisseau impérial afin de se ravitailler. Mais une mission de la plus haute importance incomba à Sharrokin. Le Cryptos que lui et Weyland avaient récupéré finit par être percé et avait transmis au commandant loyaliste les communications codées des traîtres. Le capitaine Bratan, commandant du Sisypheum, lui apprit qu'il devait accomplir un périple jusqu'à Hydra Cordatus, où une rencontre entre 2 primarques renégats devrait avoir lieu. Sur Hydra Cordatus, caché dans l'ombre, Nikona Sharrokin observa les 2 primarques, Fulgrim et Perturabo, depuis une lunette d'une carabine à aiguille d'un noir mat calé contre son épaule. Il était encore accompagné de l'Iron Hand Sabik Weyland, menant l'infiltration la plus audacieuse de sa carrière. Cette mission, initialement planifiée comme une simple mission de reconnaissance, était devenue une tentative d'assassinat. L'arme entre ses mains était convertie pour accepter une variété de munitions et opérer selon différents modes de tir, capable de tuer à distance et en silence, ou de près sous une rafale d'aiguilles d'acier. Grâce à un capteur vocal parabolique, les 2 compagnons enregistrèrent l'histoire de Fulgrim pour leurs compagnons restés sur le Sisypheum, aidés pour cela de l'acoustique impeccable de l'amphithéâtre du Seigneur de Fer. Il dut gérer la colère de son ami avide de tuer celui qui avait décapité Ferrus Manus, lui rappelant que la haine était une arme efficace seulement si affûtée. Le Phénicien commença son histoire, racontant une légende parlant d'un ange exterminatus, une entité Aeldari guerrière qui fut enfermée dans une prison par le dieu souverain Azurian, suite aux dévastations qu'elle avait commises. Fulgrim affirma que ce mythe parlait en réalité d'armes très puissantes et qu'il fallait s'en emparer pour, selon lui, gagner la guerre. Sharrokin écouta chaque mot du traître et fut horrifié par le projet dément de Fulgrim. Préparant un tir optimal, il choisit la position dans l'alignement des vents dominants pour empêcher la dérive qui altérerait la trajectoire de son projectile. Sharrokin intégra à ses calculs la force du champ géomagnétique de la planète avant de décider de l'angle de son tir. Puis, alors que Fulgrim avait tenu en haleine son public, tout fier de lui, il vit son spectacle prendre brutalement fin à cause de Nikona Sharrokin qui eut l'outrecuidance d'interrompre le grand orateur en lui tirant une balle dans la tête. À la seconde où Sharrokin vit Fulgrim s'effondrer, lui et Weyland détalèrent en enroulant un câble autour du cou d'une statue avant de fermer sur eux un mousqueton métallique de leur armure. Ils descendirent rapidement, mais déjà les Iron Warriors étaient sur eux, leur tirant dessus durant leur descente. Arrivé au sol, le Ravengard et son compagnon foncèrent à travers un campement d'ouvriers, les traîtres à leur trousse. Weyland déclencha une détonation qui fit sauter de nombreux explosifs semés le long de leur couloir de fuite. Sharrokin se lança dans une fusillade contre les auxiliaires mortels des légions renégates, mais quand il entendit des Land Raiders arriver pour encercler sa position, il se replia avec l'Iron Hand. Se réfugiant dans une tranchée, Weyland leur accorda un répit en faisant sauter une nouvelle charge d'explosifs.
Mais séparé de son compagnon durant les combats, Sharrokin lutta pour sa survie, massacrant les traîtres avec sa carabine et les découpant en morceaux avec ses gladius. Devant l'incroyable ténacité du Ravengard, les traîtres déployèrent à la fin 4 Land Raiders suivis d'une dizaine de rhinos remplis à ras-bord d'Iron Warriors. Au moins 1 millier de combattants ennemis encerclaient Sharrokin acculé au sommet d'une crête sans issue. Le valeureux Ravengard dut son salut à Wayland qui, de son côté, était parvenu à rejoindre leur Storm Eagle. L'Iron Hand apparut derrière Sharrokin, pilotant l'aéronef et tirant un ouragan de projectiles qui fila vers le pied de la pente, laminant tout sous une rafale de bolts explosifs à masse réactive et de têtes pénétrantes anti-blindage. Profitant de l'occasion, Sharrokin grimpa sur la rampe d'assaut avant que Wayland ne mette les gaz. Remerciant son frère d'armes, Wayland mit le cap pour rejoindre le Sisypheum et y a rapporté les sinistres paroles du primarque qui, de son côté, avait survécu à sa tentative d'assassinat. De retour à bord du Sisypheum, les Morlocks Iron Hand Septus Stoic et Ignatius Numen, vétérans de la Légion, remercièrent personnellement Sharrokin d'avoir tiré sur Fulgrim. Avec Wayland, le Ravengard pénétra dans le sanctum cryonique du capitaine Ulrak Bratan, une salle d'un blanc et argent stérile, à la fois laboratoire, sépulcre, temple à la mortalité et défi au passage du temps. Le capitaine Iron Hand Cadmus Tyro, et anciennement écuyer auprès du capitaine Bratan, les attendait. Un aigle aux ailes dorées, baptisé Garuda et dont le fonctionnement échappait au Mechanicum, était perché sur l'épaule de Tyro. Le capitaine Bratan reposait quant à lui, grièvement blessé et mutilé depuis 25. Il ne survivait uniquement que grâce à un champ de stase qui était désactivé juste le temps pour lui de donner des ordres. Il était surveillé par l'apothicaire Salamander d'Atesh Tarsa, rescapé de Is-25, et par le révérend de fer Iron Hand Tamatika. Tarsa désactiva 1 minute le champ de stase afin de communiquer à Bratan l'enregistrement du discours de Fulgrim. Bratan ordonna à Sharrokin et à l'équipage du Sisypheum de tout faire pour contrecarrer les plans des traîtres. Le Sisypheum pourchassa les flottes de Fulgrim et de Perturabo jusqu'à l'œil de la terreur, son équipage bien décidé à priver les armes décrites par Fulgrim à la cause d'Horus. Les traîtres étaient guidés dans les courants du Warp par l'Aeldari Karuchivoa vers un monde déchu nommé Idris. Mais les loyalistes reçurent une aide inattendue. Souhaitant mettre un terme à la folie de Karuchivoa, son frère du nom de Varuchivora s'allia avec l'équipage du Sisypheum pour les guider dans ce qu'il nommait les chemins du dessus, permettant de traverser la tempête sans encombre. Cependant, le voyage vers Idris ne passa pas inaperçu. Durant le périple, le révérend de fer Tamatika mena une expérience dangereuse dont la défaillance provoqua une énorme réaction électromagnétique qui paralysa le Sisypheum dans le vide. Pire encore, les flottes renégates captèrent la décharge électromagnétique et foncèrent droit sur lui. Perturabo chercha à abattre le Sisypheum à distance, mais Fulgrim manœuvra un de ses vaisseaux, l'Andronius, pour bloquer son angle de tir et engager un abordage. Les Emperor's Children de l'Andronius abordèrent le Sisypheum, commençant les combats. Sharrokin participa à la défense du Sisypheum, se concentrant davantage sur les points nodaux de l'attaque ennemie, là où une frappe soudaine causerait le plus de désorganisation. Il se balança accroché aux armatures supérieures et aux passerelles de service de la baie, toujours en mouvement, ne s'arrêtant que pour évaluer la situation tactique. Puis il le vit, un Emperor's Children engagé au plus fort des combats, un tueur brutal armé de 2 lames courtes, qui s'ouvrait un passage à travers les défenseurs. Sharrokin ne cessait de le voir encore et encore, attirant sans cesse son attention. C'était un épéiste au talent sublime, qui connaissait les espaces entre la vie et la mort mieux que tous les autres, passant entre les lames et les tirs comme s'il employait le glissement du fantôme, en montrant la même aisance avec laquelle un autre aurait simplement traversé une pièce. Sharrokin sut qu'il devait le tuer. Il tomba sur l'Emperor's Children, le percutant violemment. Son épée fut très rapidement interceptée et l'autre bloqué à une vitesse instinctive. Il faillit le décapiter, mais l'épéiste bloqua de nouveau grâce à ses incroyables réflexes. Puis ils se firent face. L'Emperor's Children était un être arrogant, mais ravi d'avoir trouvé un guerrier capable de faire la différence entre les 2 bouts d'une épée. C'était le plus talentueux et de loin de sa légion. Sharrokin fut complimenté par l'épéiste pour ses talents et lui demanda son nom. Le Ravengard attaqua en une série de feintes aveuglantes, d'entailles hautes et de coups de pointe d'une vitesse fulgurante que l'épéiste para, esquiva et devant lequel il recula.
Ils entamèrent un duel à la cadence de plus en plus rapide. L'épéiste tenta de le provoquer, mais Sharrokin ne se laissa pas abuser. À plusieurs reprises, les duellistes se lancèrent l'un sur l'autre en tournoyant comme des danseurs pris dans une chorégraphie à laquelle seule la mort d'un des artistes pouvait mettre fin. Le travail de l'âme de Sharrokin était sans défaut, techniquement parfait, soutenu par une compréhension innée de l'art de l'épée, ce qui en faisait l'égal de l'épéiste. Face au refus obstiné de donner son nom, l'épéiste commença à s'énerver. Sharrokin en profita pour mener une contre-attaque d'une vitesse sidérante qui creusa un sillon sur l'aigle du plastron de l'épéiste avant de parvenir à lui ouvrir une profonde entaille sur la joue. Sidéré, l'épéiste brisa le cercle de leur circuit autour de l'autre et abaissa ses armes. Le sang lui goûtait de visage et sa colère s'évanouit dans une bouffée de bonheur extatique, ravi d'avoir enfin en face de lui un guerrier capable de le blesser. Mais à ce moment, Sharrokin fut attaqué par un autre Emperor's Children. Le Raven Guard se baissa sous le cou et pivota derrière son assaillant, plongeant ses épées dans les reins du traître par l'interstice sous la plaque dorsale. Sharrokin se jeta de nouveau sur l'épéiste, mais le destin mit fin à leur duel quand Perturabo en personne se téléporta sur le Sisypheum. Sharrokin se replia et rejoignit le sanctum cryonique du capitaine Ulrak Bratan, où Atesh Tarsa se trouvait à la merci de l'immonde Fabius Bile. Ses gardes Noise Marine et une de ses créatures contre nature. S'infiltrant grâce à sa maîtrise du glissement du fantôme, Sharrokin se jeta sur l'apothicaire dément et lui planta ses deux épées dans la poitrine. Fabius Bile, mortellement blessé, envoya ses monstres attaquer Sharrokin. Le Raven Guard massacra les Astartes hérétiques, mais fut mis en difficulté contre le monstre de Bile. Là, il informa un certain frère Bombastus, le tonnerre de fer de Médusa, d'intervenir. Bombastus était un énorme dreadnought qui pulvérisa le mur de la pièce et massacra la créature de Bile, qui de son côté en profita pour s'échapper. Finalement, constatant une augmentation de moteur qui aurait conduit à la destruction du navire, le primarque des Iron Warriors se replia, comprenant que les loyalistes espéraient le tuer dans cette explosion. Une fois revenu sur son vaisseau amiral, l'Iron Blood, Perturabo laissa le Sisypheum s'enfuir, reconnaissant le mérite et leur courage, et appréciant au passage le spectacle de l'Andronius se faire éperonner par les loyalistes, condamnant le navire des Emperor's Children à une destruction certaine. Quant à Sharrokin, il survécut et se prépara pour le prochain combat. Les deux primarques renégats finirent par atteindre Idris, le monde déchu accueillant la citadelle d'Amon Nishak Kaelis, une vaste nécropole à Eldari. Après avoir pénétré la structure, les deux primarques disparurent, laissant une partie de leurs hommes fortifier les positions et explorer d'autres lieux. Mais le Sisypheum était toujours là, obstiné à pourchasser et entraver les plans des traîtres. Demeurant en orbite basse, le vaisseau avait vu son équipage débarquer sur Idris pour le combat final. Sharrokin informa ses alliés de la progression des Iron Warriors et Emperor's Children. Sharrokin s'infiltra par la suite à l'intérieur de la citadelle et vit les primarques pénétrer à l'intérieur d'un labyrinthe en compagnie d'une vaste colonne de guerriers. Le Raven Guard prit de nombreux clichés visuels des forces ennemies et de la fortification Xenos, tout en restant hors de vue du redoutable Shadow Sword modifié de Perturabo. Durant sa mission d'espionnage, Sharrokin sentait des yeux hostiles posés sur lui, ceux d'observateurs invisibles qui surveillaient ses moindres mouvements comme un serpent attendant de frapper. Même en bougeant avec tout le talent qu'il pouvait mobiliser, il savait qu'il parvenait à le voir. Le pas sûr, en accomplissant des sauts aidés de son armure et en se laissant parfois tomber d'une hauteur vertigineuse, Sharrokin retourna à la portion de terrain abritée où attendait le groupe d'incursion des Iron Hands. Il fit son rapport à Cadmus Tyro, accompagné de nombreux officiers Iron Hand, de l'Aeldari Varuchivora et du frère Dreadnought Bombastus. Sharrokin expliqua qu'un assaut direct était suicidaire, mais proposa une autre approche. Se tournant vers Varuchivora, il lui demanda si une autre voie pour prendre par surprise l'ennemi était possible. Le Xenos confirma que oui. L'Aeldari guida les loyalistes dans les dédales d'Amon Nishak Kaelis, et ils finirent par tomber par surprise sur les traîtres, engageant un furieux combat. Au même moment, un rituel était pratiqué sur un Fulgrim transcendé. Des gemmes Aeldari étaient introduites dans son corps à travers de profondes entailles pratiquées par son seigneur commandeur Eidolon. La chair de Fulgrim dévorait les âmes des Aeldari enfermées dans les gemmes,
et pour achever sa sinistre apothéose, il rechercha une dernière gemme baptisée le Mogetar, remplie de la force de Perturabo qu'il avait trahi. Mais Perturabo avait au dernier moment substitué le Mogetar au Phénicien et le balança dans les profondeurs du puits d'Idris. Mais l'aigle Garuda vola jusqu'à la précieuse gemme et s'en empara, sonnant la charge des loyalistes et démarrant la bataille d'Idris. Durant les affrontements, l'épéiste Emperor's Children parvint à abattre Garuda et à récupérer le Mogetar. C'est là que Sharrokin intervint. Le Ravengard se jeta sur son némésis porté par ses réacteurs dorsaux. Il mitrailla le plastron de l'épéiste sans parvenir à le pénétrer. Le canon de son arme fut tranché par la lame de l'Emperor's Children et pour leur dernier duel, Sharrokin lui fit face, ses gladius en main. Il déclencha de nouveau ses réacteurs dorsaux et se projeta en avant pour délivrer un coup de pied fracassant au centre du plastron de son adversaire, lequel fut jeté en arrière en entendant le plastacier se craqueler. Le Ravengard se précipita, ses deux épées jumelles noires étendues devant lui, mais son ennemi s'écarta d'une roulade et se remit à temps sur ses pieds pour parer un coup descendant, puis plia son corps en équerre afin d'éviter un coup latéral qui lui aurait ouvert le ventre. Il piqua de son épée le coup de Sharrokin qu'une poussée de réacteurs éloigna de nouveau. Puis, il donna son nom à l'Emperor's Children afin qu'il connaisse l'identité du loyaliste qui allait le tuer. L'épéiste s'empara d'un fouet d'une main en plus de son épée dans l'autre, et les deux duellistes se mirent à se tourner autour, chacun conscient du talent de l'autre et de l'équilibre de ce combat, ne prêtant pas attention à ceux qui faisaient rage autour d'eux. L'épéiste attaqua le premier, en faisant claquer son fouet vers la tête de Sharrokin. La pointe hérissée laissa un sillon en travers de sa plaque faciale et de sa lentille gauche, puis le traître enchaîna d'un coup lacérant à la cuirasse, redirigé au dernier instant vers l'entrejambe. Sharrokin déchiffra son mouvement et bloqua de ses deux lames croisées avant de pivoter sur son talon pour écraser son coude contre la tête de l'épéiste. Mais ce dernier n'était plus là, s'étant coulé en avant sous le cou pour le piquer de la pointe à la base de la colonne. Une nouvelle poussée des réacteurs dorsaux du Ravengard le firent échapper à ce coup paralysant, et il pivota pour atterrir face à l'Emperor's Children une fois de plus. Sharrokin s'élança à nouveau dans les airs, mais au lieu de s'écarter, l'épéiste bondit à sa rencontre en frappant de son fouet et de son épée. La lanière s'enroula autour du cou de Sharrokin, le comprima et lui tira son sang avant de le relâcher. L'épéiste piqua de sa lame vers le haut, mais celle de Sharrokin la détourna à la dernière seconde, son bord parvenant à tracer un sillon épais d'un doigt dans la céramite. Tous deux retombèrent mal, les réacteurs crachotant de Sharrokin les faisant glisser le long du sol en direction du bord du puits. Trop proche pour faire usage de ses armes, Sharrokin décocha un coup de tête contre le visage non protégé de son adversaire, qui poussa Sharrokin pour l'écarter de lui avant de lancer la pointe de son épée vers l'endroit où la gorge du Ravengard devait se trouver. Sa lame ne frappa que l'air vide à sa grande stupeur. Puis l'épéiste sentit une lame plonger dans son flanc. Un autre coup d'estoc se planta dans son dos. Enfin, une lame noire lui trancha la joue jusqu'à l'os, en une blessure symétrique à celle que Sharrokin lui avait infligée la première fois que leurs lames s'étaient croisées. L'épéiste se sentait soudainement impuissant tandis que Sharrokin se glissait autour de lui à une vitesse étourdissante. Ses lames le poignardant encore et encore. Puis Sharrokin se trouva dans le dos de l'Emperor's Children, le poussa à genoux, les deux pointes posées à l'intérieur de son gorgerin, dans l'intervalle de chaque côté de son cou. Les lames de Sharrokin s'enfoncèrent derrière les clavicules de l'épéiste, percèrent à travers ses cœurs et ses poumons, tranchèrent plusieurs artères, causèrent des dommages catastrophiques que même la physiologie post-humaine d'un Space Marines ne pouvait réparer. Pour la première fois de sa vie, Lucius fut tué. Sharrokin décrocha la dépouille de son adversaire de ses lames d'un coup de pied et ramassa le Mogetar que celui-ci avait été si impatient de récupérer. Sharrokin n'avait aucune idée de ce que cette gemme pouvait être, mais tout ce qui importait était que Fulgrim la voulait, et qu'il devait par conséquent l'en priver. Il s'empara de son pistolet bolter et explosa le Mogetar d'un bolt. Par cette destruction, la force volée de Perturabo lui fut rendue. Le seigneur de fer se vengea de Fulgrim en abattant son monstrueux marteau de guerre. Fulgrim implosa, et une explosion de force pure jaillit de sa chair détruite. Le Phénicien se transforma en un prince démon de Slaanesh, le véritable ange exterminatus que Fulgrim souhaitait en réalité devenir depuis le début du périple. Le primarque démon fit ses adieux à Perturabo, puis il disparut subitement avec ses Emperor's Children à travers un rideau de lumière azur qu'il invoqua. C'est alors qu'Idris se déchira
obligeant Perturabo à battre en retraite avec sa légion, rejoignant sa flotte en orbite. De même, Sharokin et ses alliés durent se replier, mais Varuchivora se téléporta soudainement, faisant comprendre qu'il s'était joué d'eux afin de récupérer le Mogetar, mais qu'il en était privé à cause de Sharokin. La Eldari disparut afin de rendre compte de son échec au seigneur de Komorag qu'il servait en réalité. Les loyalistes étaient de fait incapables de revenir sur leurs pas. Heureusement, Weyland avait un plan de secours. Décrochant un transpondeur personnel d'une cavité de son pactage, il contacta un Storm Eagle accompagné de Thunderhawk et d'oiseaux d'assaut qui se faufilèrent dans la voûte brisée du mausolée. Avec ses frères d'armes, Sharokin rejoignit le Sisypheum, avant de s'échapper du système condamné. Quelque part, Lucius ressuscita, devenant l'Éternel qui allait ensanglanter la galaxie dans les prochains millénaires. Malgré cette victoire pour Nikona Sharokin, la guerre n'était toujours pas terminée, et de nombreux traîtres continuaient à ravager l'Imperium.